Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux news sur Reflect TV. Notre invité est Isiaka Sangaré, le président de Démocratie et Valeurs. Bonsoir à vous, président. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, vous accordez en tout cas votre soutien au président Alassane Ouattara pour sa candidature à l'élection d'octobre prochain, c'est bien cela? C'est bien cela. C'est bien également le sujet de cette émission. Et pour en parler face à vous ce soir, trois consultants, Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir Arsène Anoma. Bonsoir, M. Sidik. Bonsoir. Et puis Gaël Lakba, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Sidik. Et enfin, Zawi Valentin, sociologue. Bonsoir à vous, M. Zawi. Bonsoir, M. Sidik. Alors, tout de suite, place à la première question de cette émission. M. Sangaré, pourquoi avoir choisi ce moment pour annoncer votre soutien à la candidature du président Alassane Ouattara? Où étiez-vous par le passé? Par le passé, j'étais bien présent avec Démocratie et Valeurs. Je crois que notre action a commencé depuis quelques mois. Et cette action résulte des dissensions internes au sein de notre parti. Il est bien évident que nous avons fondamentalement attesté notre attachement à la gouvernance du président Ouattara à travers le partenariat qui avait été signé le 2 mai 2023 et donc qui a vu la mise en œuvre d'un ensemble de thématiques, la cohésion, la réconciliation et la démocratie. Il fallait donc attendre que le RHDP désigne son candidat et que par la suite nous puissions nous prononcer. Quand cela a été fait, vous avez bien vu que très rapidement, donc hier, à l'hôtel Palm Club, nous avons exprimé notre attachement à cet engagement qu'a pris le président à travers sa déclaration de candidature pour la présidentielle de 2025. Bien. Est-ce que votre soutien au président Ouattara et au RHDP exprime ici votre divorce avec Pascal Affi-N'Guessan et le FPI? Ah non, mais nous sommes toujours FPI. Nous sommes un courant né à l'intérieur. Les textes le permettant, nous avons mis en œuvre un ensemble d'actions. Pourtant, il y a quelques mois, nous avons reçu une note du Front populaire ivoirien disant que le parti ne reconnaît plus le courant politique. Oui, il est bien évident qu'un congrès s'est réuni à la va-vite en piétinant un ensemble de dispositions de notre texte fondamental au niveau du parti. Et fort de cela, un recours avait été intenté par le camarade Dabo Godé, qui lui-même aussi est membre des instances du courant, et qui était candidat. Effectivement, il a été débouté. Au niveau de la grande instance, il a introduit un recours, donc il a interjeté appel. Les voies de recours nous permettent donc de continuer, puisque cette décision suspend la décision de la grande instance. Donc nous continuons d'exercer dans la légalité en tenant compte des textes de notre pays, parce que nous sommes fondamentalement attachés à l'état de droit. Bien. Gaël Lakba. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En 2020, vous étiez foncièrement, vous avez mené le combat avec l'opposition contre le troisième mandat, auprès du président Affi-N'Guessan, dont vous étiez le secrétaire général. On sait qu'après tout ce qui a pu être mené par l'opposition, cela a débouché sur le CNT, après il y a eu le dialogue pour calmer le jeu et tout. Et puis après, en interne, au niveau du FPI, vous avez eu vos problèmes personnels. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en 2020, vous étiez contre le troisième mandat, ce qui a fait que le président Affi n'avait pas été candidat face au président Ouattara. Et aujourd'hui, en 2025, ce même président Ouattara est toujours à la tête du RHDP et il va briguer une quatrième mandature. Et vous, on vous retrouve cette fois-ci allié du président Ouattara. Est-ce que vous voulez dire aux Ivoiriens que vous êtes là dans une position de réel politique, ou bien vous avouez à tous qu'en 2020, ce que vous étiez en train de faire, vous n'étiez pas forcément dans la vérité? Alors, il faut dire que la politique évolue aussi selon la dynamique historique. Donc, à un moment donné, un ensemble de facteurs peuvent justifier une position. Mais il faut dire qu'au-delà de tout cela, la désobéissance civile qui avait été mise en avant répondait à un ensemble d'actions et d'initiatives. Je dirais que ça a été la position portée par l'ensemble du groupe. Mais il ne faut pas omettre que ces différentes postures-là ont été quand même le lieu de débat interne. Nous avons donc accepté dans l'approche majoritaire, mais il y a eu quand même des débats en interne. Nous partons du fait que depuis donc la Constitution de 2016, donc promulguée le 8 novembre 2016, après un référendum, la Troisième République est mise en œuvre. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique de cette Troisième République. Donc il est bien évident que les partis politiques qui, à ce moment-là,
ne voulaient pas aller aux élections, après quand même avoir déposé leur candidature, notamment dans le cas du FPI. Il y avait un candidat. Dans le cas du PDCI, il y avait un candidat. Donc, dès lors qu'il y avait un ensemble d'éléments, pour des raisons, je dirais, de tactique politicienne, ils n'y sont peut-être pas allés. Mais la réalité est que le fait, au niveau donc de la Constitution, nous sommes dans la Troisième République. Après, on pourrait dire que le président Ouattara brigue un 4e mandat, si on veut faire l'addition des mandats. Ou un deuxième. Si on veut rester, si on veut rester dans la logique constitutionnelle, qui est la loi fondamentale, il s'agit bien du 2e mandat de la Troisième République. Donc nous adhérons par rapport à un ensemble de faits. Nous avons pu voir aussi les réalisations. Nous avons pu voir la volonté de mettre en œuvre un dialogue politique. On est allé jusqu'à la 5e phase du dialogue politique. Il y a donc des actions, des initiatives qui ont été menées et qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'au niveau du dialogue politique, il y a eu des acquis? Oh oui, il y a eu des acquis, même dans la situation individuelle de certains acteurs politiques. Avec le temps, et on a fini par lever toutes les mesures qui étaient des gels d'avoirs et autres restrictions. Il y a eu aussi la mise en œuvre de la volonté d'aller à un dialogue. Il y a eu l'évolution dans la situation de certains acteurs, notamment l'une des préoccupations qui avait été présentée, c'était la situation personnelle du président Laurent Gbagbo. Il y a eu des suites, même si peut-être ces suites-là ne satisfont pas ceux de son parti, mais la réalité, moi j'ai représenté le FPI à l'époque en ma qualité de secrétaire général porte-parole. Et il y a eu beaucoup d'acquis au niveau donc de ce dialogue. Il y a un Valentin Zawi. Oui, M. Sangaré, ça fait quand même une trentaine d'années que vous êtes dans le monde politique. Finalement, quelle peut être la place des politiques dans l'éducation des populations, des masses populaires, relativement à l'engagement, j'ai failli dire, citoyen politique, si on observe des alliances et mésalliances au gré des intérêts, si on observe des positions, et M. Lacroix en parlait, vous, il y a 5 ans plus tôt, vous étiez contre le 3e mandat du président Ouattara. Aujourd'hui, vous le défendez pour le 4e mandat, enfin la 4e candidature. Finalement, quel est le rôle des politiques dans l'éducation des populations si on a du mal parfois à percevoir la logique de vos agissements? Alors, il faut dire que la politique est une science. Cette science-là se déploie en tenant compte d'un ensemble de paramètres. Les situations ne sont pas statiques. Elles évoluent en fonction de l'environnement, en fonction de certaines données. Effectivement, le politicien doit être arrimé à un ensemble de valeurs. Et c'est pourquoi moi je demande et que nous puissions même prôner la charte des valeurs au niveau de l'opposition au-delà. Mais toujours est-il que nous ne pouvons pas avoir des positions statiques parce que nous faisons aussi de la politique à l'endroit des populations. Nous faisons de la politique dans la quête d'intérêts supérieurs au niveau de la nation. Nous faisons de la politique en réagissant par rapport à un ensemble de situations. Nous sommes sortis en 2010 d'une crise essentielle dans notre pays. Il est bien évident que l'inspiration de cette crise-là peut susciter des attitudes et des comportements pour s'en éloigner. Ce qui peut justifier à un moment donné cette vocation d'aller à la cohésion et de prendre acte de la volonté de développement mise en œuvre par le président Ouattara et de l'y accompagner. Je crois que les paramètres ont fortement changé. Il ne faut pas exclure que dans l'intervalle, il y a eu entre le FPI et le RHDP ce qu'on a appelé quand même un accord de partenariat. Donc cet accord de partenariat était supposé avoir mis fin aux actions de belligérance. Qui était très mal perçu par... Oui, qui a été très mal perçu, mais nous avons communiqué. Il est bien évident qu'une partie de la population n'a pas bien perçu cette question, mais une autre partie de la population a compris que l'engagement pour la cohésion nationale, pour la démocratie et pour la réconciliation ne pouvait pas être un mauvais engagement. Mais Sangaré, pardon, est-ce que pour vous, la notion d'idéologie a encore du sens dans ce pays, si tant est que l'idéologie est définie en sociologie politique comme un ensemble de croyances par rapport à une société qu'on veut définir avec ses structures, à une vision, est-ce que l'idéologie a encore du sens dans le jeu politique en Côte d'Ivoire? Alors, l'idéologie a du sens dans le jeu politique, mais l'appréciation des réalités du moment par rapport à la projection de l'État a aussi son sens. Je vais vous dire que les idéologies, dans l'histoire, dans la dynamique historique, il y a eu des idéologies, quelquefois, qui se sont affrontées. Oui, qui se sont affrontées dans le développement de l'histoire. Non, mais c'est quand même des idéologies qui étaient, dans un certain sens, opposées, mais qui étaient ensemble. Non, je vais finir. Après, il y a eu des mêmes idéologies
qui ont concouru à la mise en œuvre de révolutions essentielles. La révolution américaine, la révolution russe ont été assises sur un ensemble d'idéologies. La promotion des droits des femmes, la promotion des droits de l'homme ont été ensemble dans une configuration commune. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments. On ne devrait même pas dire que l'idéologie freine la dynamique sociétale. Parce que s'il y a des quêtes, il faut pouvoir mettre en évidence les solutions qui vont avec. On ne dirait pas parce que nous sommes différents dans l'approche idéologique, nous devons privilégier seulement nos appareils politiques ou bien les candidats que nous mettons en avant. Ce qu'il faut privilégier, je dirais prioritairement, eh bien, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord, donc l'idéologie n'a plus son sens. Parce que vous, du FPI, si j'ai bien compris, c'est un parti de gauche, donc vous avez des valeurs qui ne sont pas les mêmes valeurs que le parti présidentiel, mais vous jugez quand même utile de soutenir le candidat du parti présidentiel. Non, je ne dirais pas valeur. L'idéologie et les valeurs sont des éléments qui peuvent se dissocier. L'idéologie, c'est un ensemble d'idées. Les valeurs, c'est ce à quoi on aspire personnellement. Non, les valeurs de gauche, c'est la solidarité, c'est la non. Si vous parlez des valeurs de gauche, je parle des valeurs globalement. Des valeurs par rapport à l'idéologie. Oui, des valeurs. Non, si vous précisez, d'accord. La prochaine question. Sinon, les valeurs. Mais toutefois, le FPI a fait un partenariat avec le RHDP bien avant. Mais c'est ce que je disais qui avait été très mal compris par les centres. Mais difficile à comprendre, mais il y en a qui l'ont accepté. Il y a peut-être certains qui ne l'ont pas accepté. On n'est pas dans une société de consensus. Oui, sur certaines questions. Arsène Anoma. Bonsoir, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit tantôt, hier, vous avez apporté vos soutiens au président Ouattara pour son élection, pour sa candidature à la prochaine présidentielle. Ma préoccupation, d'abord, ce soutien que vous apportez au président Ouattara, est-ce le fruit, est-ce la résultante d'une réflexion politique posée, achevée, ou est-ce juste le fait de chercher à satisfaire des besoins personnels? Est-ce le fait d'un opportunisme politique, comme on peut le dire? Ça, c'est ma première préoccupation. Et ma deuxième préoccupation, nous savons tous, je peux dire, le conflit qui vous a opposé au président du FPI. Le courant que vous dirigez n'a pas pu évincer le président Afi de la tête du FPI. Vous décidez d'apporter votre soutien politique au président Ouattara. Moi, j'estime que si vous n'avez même pas pu prendre la tête du FPI, pour moi, je ne vois vraiment pas ce que vous représentez dans l'aspect politique. Selon vous, quel apport utile vous pouvez apporter au président Ouattara dans sa quête d'une deuxième mandature pour la Nouvelle République? Alors, je dirais que sur cette question, il est bien évident que nous n'appartenons pas au même environnement, comme vous l'avez clairement dit, avec le président Ouattara. Nous sommes de partis politiques différents. Fort de cela, il faut quand même comprendre que notre pays a connu, il y a de cela quelques années seulement, une situation de crise essentielle. Et que fort de cela, nous qui sommes des acteurs politiques, nous devrions œuvrer à la cohésion nationale. Nous devrions œuvrer à la quête de réconciliation. Nous devrions faire en sorte que la démocratie soit mise en avant. Est-ce que de mener ce genre d'action est antinomique avec l'évolution et la vie des différents partis dans leurs relations? Je dirais non. Il faut mettre en évidence cette volonté-là. Faire en sorte que nous avancions. Faire en sorte que nous tirions les leçons des conséquences des actes qui ont été posés auparavant. Ça nous paraît essentiel. La quête de cohésion nationale est une quête primordiale. Dans aucun environnement, le développement ne s'installe dès lors qu'il y a des crispations, dès lors qu'il y a des frustrations. Donc nous posons cet acte majeur pour cela. Quelle serait la quête d'opportunité au nom de l'opportunisme? Je dirais non. Nous ne sommes pas en quête. Donc votre soutien n'est pas de l'opportunisme? Non, nous ne sommes pas en quête de situation personnelle. C'est pourquoi je dis oui, c'est une question d'opportunité pour notre pays. C'est une question d'opportunité pour la mise en œuvre de la cohésion nationale. C'est une question d'opportunité pour éviter à notre pays des situations telles qu'elle les a connues il y a quelques années en avant. Oui. Et pourquoi un parti au pouvoir ne pourrait pas s'entendre avec un parti de l'opposition, quand bien même il y a des divergences idéologiques? Est-ce qu'on comprend donc, pour la quête et la conquête du pouvoir, on peut être de partis différents? Donc le PPACI peut s'allier avec le PDCI pour la quête du pouvoir. Ça paraît normal. Et on ne pourrait pas comprendre que pour la préservation du pouvoir, pour la préservation des acquis de la démocratie, un parti qui est de l'opposition puisse soutenir l'action du gouvernement. C'est une réalité, ça s'est déjà passé chez nous. Il y a eu la question de la majorité présidentielle.
Ce n'est pas nouveau. Donc vous n'espérez rien personnellement de ce soutien que vous apportez au président. Mais un acteur politique est d'abord un acteur intéressé, mais intéressé dans la dynamique qu'il met en œuvre. Et personne ne cherche des positions pour soi-même. Parce on peut chercher à participer à une action dynamique je le dis dans parce le sens du développement de son pays. Parce que le grief, je peux dire essentiel, que le président Affi a fait au RHDP, c'est que son association et le RHDP ne lui a pas permis de gagner la présidence du conseil régional. Oui, mais moi je vous arrête. On ne va pas, parce qu'on est un leader d'un parti politique, mettre en avant d'abord son intérêt personnel. Quand on est leader d'un parti politique, on n'est pas en monarchie. On met en œuvre un ensemble d'actions pour permettre au parti de mieux se positionner. Nous avons quand même 5 vice-présidents de région. Nous avons 19 adjoints au maire. C'est vrai à la proportionnelle, mais n'eût été le partenariat, on n'aurait pas eu autant de représentants dans ces positions-là. Nous avons nous avons 195 conseillers régionaux et municipaux. Maintenant, la réalité, les mésententes entre Affi N'Guessan et nous relèvent de ce que nous avons constaté. Le déni démocratique et la dérive autoritaire. On ne prend pas seul les décisions. D'accord. Bon sang, nous sommes dans une société où il y a le parallélisme des forces. Le deuxième volet de ma question, est-ce que vous pensez être utile? Oui, mais j'y arrive. Dans le parallélisme des formes, on respecte quand même les différentes procédures. On ne peut pas, ensemble, décider quelque chose et puis prendre la décision de façon unilatérale sans qu'il y ait un bilan. Nous n'avons pas reconnu Affi N'Guessan, nous n'avons pas participé au dernier congrès. C'est même le sens de la requête. Mais il demeure votre président. Il demeure le président du FPI, nous avons interjeté appel, il demeure le président du FPI. Votre parti donc c'est politique... une réalité. Mais pourquoi vous voulez m'entendre dire cela? Je dis que nous avons interjeté appel. Mais si nous interjetons appel, c'est que nous ne sommes pas encore satisfaits de la décision donnée. C'est notre droit de le faire. Non, le FPI est votre parti, M. Sangaré, c'est ce qu'on veut dire. Le FPI reste votre parti. C'est ce que je dis. Je dis nous avons interjeté appel parce que nous n'étions pas d'accord avec la décision en grande instance. C'est notre droit. C'est le droit des citoyens de pouvoir introduire un recours à un moment donné. Donc jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale, c'est-à-dire après peut-être la cassation, nous sommes dans cette posture. Bien. Nous respectons l'environnement institutionnel, oui. Nous sommes dans cette posture. Mais Sangaré, vous avez créé un courant baptisé démocratie et valeurs. On parle de courant politique dans le cadre d'un parti politique. Donc juste à preuve du contraire, vous êtes militant FPI. Mais je l'ai bien dit. D'accord, nous sommes militants. Je n'ai pas bien perçu. D'accord. Si j'ai bien lu, l'objectif majeur de votre courant, c'est œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et aussi favoriser la démocratie à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Depuis bientôt 1 an que vous avez créé ce courant, concrètement, que vous avez réalisé comme action sur le terrain relativement à ces 2 objectifs? Pour œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et favoriser la démocratie à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Ah non, le partenariat dans sa thématique, c'est principalement dans l'action vis-à-vis du partenaire. Non, je parlais on s'était engagé ensemble. Votre courant. Maintenant, nous, on a dit qu'on va renforcer la dynamique interne, mais il est bien évident que nous faisons des tournées. Nous sommes en tournée depuis plusieurs mois. Nous étions, depuis le mois de janvier, dans la Maraoué. Nous avons fait le Go, nous avons fait une rencontre à Bobo, donc dans la région des 2A. Nous étions à Boaké tout récemment. Mais les réponses apportées par nos camarades militants du parti démontrent qu'ils adhèrent prioritairement à cette démarche-là. Évidemment, des suites seront données. Pour le moment, nous privilégions l'axe de l'élection présidentielle parce que c'est la priorité du moment. D'accord. D'autres questions seront abordées par la suite. Petite question, M. Sidik, juste pour finir. Allez-y rapidement. Voilà, juste rapidement. Quand j'observe l'organisation de l'organigramme de votre courant politique, on a le sentiment d'avoir l'organisation d'un parti politique. Pourquoi est-ce que vous ne créez pas complètement votre parti politique en même temps? Il y a un comité stratégique, il y a... Mais ce n'est pas un parti politique. Un courant met en évidence une idéologie. Oui, nous avons dit clairement ce genre d'organisation, pour un courant politique, c'est quand même c'est inhabituel, en fait. Ah non, c'est peut-être inhabituel, mais nos textes ne donnent pas la forme organisationnelle qu'il faut adopter. D'accord. Ou qu'il faut adapter à la vue et à la configuration du parti. Nous avons du courant. Nous avons fait en sorte donc, que nous puissions mettre cela en évidence et puis que nous nous donnions les moyens d'avancer. Si vous remarquez bien, il n'y a pas de chargé de la politique de l'école, de la politique de la santé, de la politique de l'habitat. Nous sommes restés dans l'approche idéologique avec les acteurs, donc les présidents délégués, qui corroborent donc à la dynamique interne. Comité opération. Voilà, dans des actions bien précises. Bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous venez d'acter la mort politique de Pascal Affi N'Guessan? Nous, ce qui est sûr, nous nous engageons dans une dynamique qui permettra à notre pays d'avancer parce que nous considérons que le bilan du président Alassane Ouattara, président sortant,
est un bilan qui est positif. Il est largement positif, on s'en rend compte au quotidien dans notre environnement. Et fort de cela, nous disons que nous avançons dans cette dynamique. Pour nous, Afin N'Guessan, en l'état actuel de la vie du parti, n'a pas les compétences pour continuer à diriger le parti. Mais si tant est qu'il y est, par rapport à un ensemble de considérations, je dirais, juridiques, nous ne manquerons pas d'aborder ces questions-là par la suite. Un parti politique ne peut pas avancer et chaque fois, il y a des retraits. Le PPACI est sorti du FPI, le MGC est sorti, il y a un courant qui se crée, ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance et de leadership. Bien, mais si le FPI devenu PPACI a quitté le Front populaire ivoirien, ce n'est pas la faute à Afin N'Guessan, vous le savez très bien. Oh, moi, je ne vais pas rentrer dans un procès d'intention. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé au PPACI? Le leadership vous permet à un moment donné de faire en sorte que les velléités de départ, vous puissiez les annihiler ou bien les contenir. Donc c'est ça le leadership. Mais pendant la création du PPACI, vous étiez toujours FPI. Oh oui, parce que j'ai mis en évidence la donne légaliste. C'était ça, ce n'était pas pour M. Afin N'Guessan, mais c'était parce qu'en l'état où on se retrouvait, la légalité prônait que Afin N'Guessan fut président. Bien. Donc c'était la démarche liée à la légalité. Et je reste attaché à cela. J'ai été secrétaire général porte-parole à un moment où beaucoup de personnes n'avaient pas eu le courage de tenir le poste. Et je l'ai fait. J'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, je lui ai dit qu'il n'était pas le président du FPI. J'ai fait beaucoup de déclarations dans ce sens. Est-ce que vous croyez à l'avenir présidentiel de Pascal Afin N'Guessan? Oh, chacun se rendra compte de la réalité. Il dit qu'il est l'alternative crédible. De toute façon, chacun s'en rendra compte. L'élection, c'est seulement dans 2 mois. Moi, j'ai dit ce que j'en pense. Ce leadership ne nous concerne pas. Le courant aujourd'hui est animé par beaucoup de camarades qui étaient membres de la direction. Je suis ici aujourd'hui avec Koulibaly Seydou, qui a été directeur du cabinet d'Afin N'Guessan pendant longtemps, qui est membre de la direction du FPI depuis les premières heures, qui a même connu des situations d'exil. Moi-même, secrétaire général porte-parole, 35 ans de parti politique, à Niaouré, Diabaté Bey, qui est adjoint au maire aujourd'hui à Bobo. Mais c'est des personnes importantes du parti. Et si elles sont parties, c'est qu'à un moment donné, la stratégie telle que présentée n'est pas gagnante. Je dirais même qu'il n'y a pas de stratégie. On a navigué à vue. Comment on sort de sa zone de confort pour aller agrandir sa zone d'insécurité? Voilà la réalité. Comment on dit on va s'engager dans un processus avec le président Laurent Gbagbo, quand bien même on n'en a pas discuté? Comment on sort du partenariat sans faire un bilan? Malgré l'échange de bons procédés qui a été mis en œuvre, le président Ouattara a dû même intervenir au niveau du Moronou pour lui permettre d'être candidat en demandant le retrait de M. Onjon. C'est autant d'éléments. Pour nous, la politique devrait aussi tourner autour de valeurs. Le respect des bons procédés, l'échange de bons procédés, le parallélisme des formes. Donc nous sommes attachés à ces valeurs-là. Nous mettons en œuvre une dynamique, je dirais, démocratique, même dans notre fonctionnement. Il y a un président du comité stratégique et il y a des présidents délégués. Et ce n'est pas des délégations de signature, c'est des délégations de pouvoir. Chacun, en ce qui le concerne, met en œuvre la dynamique. Nous sommes attachés à ça, nous avons une forte expérience politique sur le terrain. Nos choix ne sont pas le fait du hasard, nous ne sommes pas en quête de situations particulières. Nous cherchons à saisir des opportunités, mais nous ne sommes pas des opportunistes. Bien. Gaël Lakpa. Président, à l'orée, on va dire, en 2015, lorsque le président Ouattara venait de valider son 2e mandat, dans les débats politiques, je pense qu'une partie de la société civile et certains politiques même avaient parlé d'une affaire de gouvernement d'union entre l'opposition et le RHDP dans le temps, si vous vous souvenez très bien. Et un politique proche du pouvoir avait dit que l'opposition doit s'opposer. Le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Quand quelqu'un d'autre avait dit que ce n'était pas une affaire d'opposition systématique à tout. Alors, vous réclamez encore du FPI. Vous êtes encore membre du FPI. Pourquoi on ne vous retrouve pas? C'est vrai, vous avez déjà répondu à profusion, mais je veux venir au fait que votre position actuelle amène certains observateurs à dire que le parti au pouvoir se sert de vous pour diviser l'opposition. Vous pourrez faire un commentaire là-dessus. Et puis, deuxième partie de ma question, vous êtes en alliance avec le RHDP. Il est clair que le RHDP, à un certain niveau, n'a pas forcément un bon bilan. Par exemple, je vais citer la cherté de la vie qui est toujours d'actualité. Il y a l'emploi et l'insertion des jeunes, le logement social, la justice sociale. Donc, il y a des insuffisances. Qu'est-ce que vous allez apporter au RHDP dans ce sens-là pour améliorer les choses? Alors, déjà, le RHDP ne se sert pas de nous.
il faut le dire clairement, la réalité des fissures dans les partis politiques de l'opposition naît d'une mauvaise gouvernance interne et de dysfonctionnement. Pas toujours. Non, j'ai la réalité. Maintenant, chacun appréciera. Mais je prends des cas spécifiques, parce que je vais être factuel. Au niveau du FPI, tout est parti du fait qu'à un moment donné, il y a eu des expressions qui n'ont pas été prises en compte. Il y a des candidats, on les retire. Quand il y a un candidat, on suspend le candidat. Quand il y a un candidat et qu'on pose un certain nombre d'actes, il y a des problèmes. Au niveau du PDCI, certains estiment qu'ils auraient pu être candidats. On dit non, il n'y a pas de possibilité, il y a un candidat qui est là. Quand bien même on n'a pas mis en œuvre d'autres plans, il serait impossible que, par exemple, un autre acteur se positionne. Au niveau du PPACI, vous constatez que la volonté aussi de M. Dombello est annulée par un ensemble d'éléments. Je n'ai pas tous les éléments, mais je vous donne cela. C'est-à-dire qu'il faudrait que les partis fonctionnent déjà en tenant compte de la démocratie interne. C'est une réalité. Donc personne ne nous a appelés, et ça je vous le dis en toute sincérité. Nous étions pour le partenariat, donc quand la question s'est posée, comme M. Afin N'Guessan dit, je sors du partenariat pour aller certainement retrouver le président Laurent Gbagbo, sans nous le dire. J'ai été informé incidemment, et on en a parlé à l'occasion des instances. Et nous avions mis 2 conditions essentielles, 2 lignes rouges. On ne sort pas du partenariat sans en faire le bilan, et nous, on n'est pas pour l'appel de Benoît. Parce que pour nous, il y avait une dissension définitive avec le président Laurent Gbagbo. Mais finalement, le président n'est même pas là-bas. C'est 2 éléments. Il n'y est pas parce qu'il a manqué de vigilance. Il n'y est pas parce qu'il n'a pas eu une stratégie gagnante. Il a échoué là encore. Ah, ça, c'est à lui d'en prendre acte. Donc, voilà la réalité que je voulais mettre en évidence. Donc, ce n'est pas nous qui sommes, ce n'est pas le RHDP qui nous a appelés. Donc, vous ne divisez pas l'opposition. Le RHDP peut être gêné quelquefois. Ils ne nous ont rien demandé. C'est nous qui avons estimé que nous étions attachés au partenariat et que nous étions prêts à mettre une dynamique ensemble pour éviter encore à notre pays les avatars qu'on a pu connaître il y a quelques années. Si certains ne comprennent pas que la vocation de paix peut être une vocation portée par un acteur politique, libre à ces personnes. Mais il y a bien des gens comme ça qui ont cette volonté-là d'éviter tout ce qui peut être atteinte aux droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression. Nous sommes dans cet engagement parce que nous avons des valeurs. Nous avons 35 ans de parcours politique, une carrière, je dirais, professionnelle qui est quand même importante. Donc nous ne sommes pas en quête voilà, de prébande à gauche et à droite. Je suis désolé. Donc il ne faut pas aller dans cette lecture. Il y a le deuxième volet de la question sur les défis, la réalité, ce que les Ivoiriens attendent. Alors, ce que les Ivoiriens attendent, vous voyez... Pour Sangaré, le bilan est positif. Non, pour moi, le bilan est positif. Vous êtes libre, c'est ça aussi la démocratie. Oui. Voilà, je dis moi que le bilan est positif. J'ai fait des constats. C'est où Non, laissez-moi en finir. Découverte au niveau des mines. Il y a eu quand même une volonté de réconciliation avec les différentes phases successives du dialogue politique. Au niveau social, il y a eu des actions menées. Parce que le social, c'est vrai, il y a la cherté de la vie, mais il y a aussi la question médicale et sanitaire. Le logement. Aujourd'hui, nous avons 8 CHR avec 11 hôpitaux départementaux et 300 centres qui sont en train d'être réhabilités. On l'a dit clairement dans notre déclaration, il y a certainement des défis à relever, mais beaucoup a été fait. Je ne crois pas pour moi que ce soit un échec. Quand on voit notre environnement... Non, ça dépend des langues sur lesquelles on se met. Oui, mais je vais dans le domaine même de la découverte pétrolière. On n'en parle pas assez parce qu'on reste attaché à la question des routes. Mais en 2027-2028, on sera à 200 000 barils jour. L'OPEP, c'est 300 000 barils jour. Vous ne pouvez pas négliger cela. Les découvertes au niveau du manganèse, au niveau de l'or, la prise en compte des questions sociales et sociétales. 20 millions de nos concitoyens sont aujourd'hui dans la couverture maladie universelle. Mais c'est un processus qui va s'améliorer, mais il est mis en œuvre. Donc on ne peut pas passer cela par perte et profit et dire comme ça de façon, je dirais, excusez-moi, débonnaire, que c'est un échec. Pour moi, ce n'est pas un échec. Maintenant, il y a des éléments à améliorer. J'ai dit, voilà, c'est ça. Maintenant qu'on est dans la même dynamique. Excusez-moi, on est dans la même dynamique. Voilà. Maintenant, il appartiendra aux uns aux autres. Est-ce qu'il y a amélioré? Est-ce que vous avez repéré? Oui, voilà, nous avons repéré, mais comme cette gouvernance est d'abord la gouvernance du RHDP, nous ne faisons que soutenir. Nous sommes des citoyens lambda qui soutenons. Ça dépendra, si on a besoin de notre audience, on ne manquera pas de le faire. De faire des propositions. Voilà, de faire des propositions. C'est ce que nous souhaitons. Nous avons dit clairement dans la dernière phrase de notre propos liminaire que nous engagions dans cette dynamique-là, qui est plus un projet pour la Côte d'Ivoire qu'autre chose. C'est heureux qu'on ait un projet.
Les pays se développent sous l'axe des projets. Bien. On a un projet. Alors, Président, on marquera une courte pause. On revient juste après D'accord. pour la suite.